Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 36, Je décolle les étiquettes. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci également à tous ceux qui se sont inscrits à notre page Instagram. Et pour les autres, courez vous abonner à notre page Insta bulle.debonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me rends compte que je colle des étiquettes très vite aux personnes qui m'entourent ainsi qu'à moi-même. J'ai rendez-vous avec mon frère et comme d'habitude, il va être en retard. Je demande à ma fille d'aller prendre son bain et elle me dira non, c'est normal, elle est têtue. Je cherche où est mon collègue. Ah, c'est sûr, il sera à la machine à café. Il y a des papiers partout dans la maison. Ah, c'est à cause de mon chum, il est tellement désordonné. J'ai pris un problème à l'envers. Une fois plus, ma dyslexie a parlé. Et là, ça me chicote. Comment décoller ces étiquettes qui nous mettent dans des cases? C'est un timide? Un véritable hyperactif? Un bonjour princesse. Tiens, voilà notre ours préféré. Oh, c'est tout son père. Des étiquettes, nous pouvons en citer des centaines. Négatives, comme c'est le râleur de service ou toujours en retard. Ou alors positives, comme c'est le clown de la famille ou c'est un gentil. Et vous, quelle est votre étiquette? Celle qu'on vous colle depuis des années dans votre famille, parmi vos amis ou encore dans votre boulot. Comme tête en l'air, grande gueule, dévoué, intello, maladroit. En avez-vous eu déjà assez d'avoir cette étiquette? Et si vous étiez différent de cette étiquette, ça serait comment? En effet, quand les adjectifs qualificatifs deviennent des noms ou les noms des surnoms, ils se transforment souvent en étiquettes bien collantes, tellement collantes qu'elles finissent par se confondre avec notre propre personne et elles nous enferment ces étiquettes dans des rôles limitants. Alors comment est-ce qu'elles se construisent ces étiquettes? En fait, c'est assez subtil. Ça peut partir d'une simple réflexion et comme le raconte un des co-auteurs des fameux ateliers de parentalité, Faber et Maslich, elle raconte que quand sa fille est née, elle a mis un petit peu de temps à pousser son premier cri. Et l'infirmière a dit « Eh bien, on a affaire à une petite entêtée ». Sur le moment, la jeune maman a mis de côté cette remarque et puis, en fait, elle s'est rendue compte par la suite qu'à chaque fois que sa fille opposait une résistance, elle faisait le lien avec ce mot « entêté » et elle a fini par se dire que l'infirmière avait raison et que sa fille était bien une entêtée. CQFD. Et alors, des étiquettes, pourquoi en mettons? Parce que c'est un moyen courant et rapide de se faire une idée de la nature de ce qui est devant nous. Les étiquettes constituent des raccourcis de pensée, nous allons vite et nous invitons ainsi la case de l'observation et de l'analyse. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, les étiquettes, elles catégorisent simplement quelqu'un ou quelque chose sans beaucoup de précision. Et puis, à force d'être répétées, toutes ces étiquettes, les noms, les adjectifs, les comparaisons qui vont décrire un fait, certes, véritable, mais ponctuel, comme casser un verre, faire une blague, râler, va transformer tout ça en généralité. Le casser un verre va devenir maladroit, faire une blague va dire le clown, râler va faire de la personne un râleur perpétuel. Et c'est ainsi que tous ces mots-là se transforment en étiquettes, qui finissent par s'imposer à la personne et ces étiquettes vont devenir véritablement un moyen d'identification pour la personne elle-même comme pour son entourage. L'étiquette nous enferme dans un rôle. Oui, cette étiquette, elle renvoie aux normes et de ce fait aussi aux stéréotypes. Parce qu'il faut aller vite, celui qui va prendre son temps va être taxé de lent ou de rêveur. Parce qu'il faut réussir à l'école, le mauvais élève va être stigmatisé. Parce qu'une mère est censée penser d'abord à ses enfants, celle qui travaille, on pourra dire d'elle qu'elle est carriériste ou non maternelle.
Les étiquettes se construisent donc d'abord à travers un regard extérieur, celui de la société, celui de l'école, celui de la famille, des lieux aussi, et puis il y a des codes sociaux, des règles, des cases, et comme on le dit souvent, sortir des cases est source de nombreuses étiquettes. L'étiquette, elle peut venir aussi du regard intérieur, c'est-à-dire du regard que l'on porte sur soi-même et de la façon dont nous allons nous-mêmes contribuer à ce que notre étiquette nous aille bien. Par exemple, je ne préfère pas t'aider, je suis tellement maladroite que je risquerais de casser quelque chose. Beaucoup de ces étiquettes aussi sont apposées à un âge très jeune. On l'a vu tout à l'heure avec l'histoire de la petite fille qui était entêtée. Or, les enfants ont souvent une grande confiance dans le regard que l'on porte sur eux. Donc, l'adulte, les parents, donc les professeurs d'école, les nourrices, les gardiennes. Donc, ils vont croire très facilement ce qu'on va leur dire. Donc, le pouvoir des mots à cet âge-là est d'une grande puissance. Les mots, oui, et aussi l'opinion. S'abstenir de donner une étiquette avec des mots est donc insuffisant. Les enfants se saisissent très rapidement de l'opinion que les adultes référents ont sur eux ou sur la société d'ailleurs. Ces opinions véhiculées peuvent être, par exemple, les artistes sont tous des fauchés, ou ceux qui ne font pas de bonnes études sont des médiocres, ou encore les filles qui ont leurs règles sont toutes de mauvaise humeur. Toutes ces opinions que peuvent entendre les jeunes et les enfants ont un énorme impact sur eux. À l'adolescence, qui est cette période de changement et d'interrogation, en fait, ces étiquettes qui enferment portent souvent un message un peu d'irréversibilité. L'enfant ou le jeune qui entend fréquemment « de toute façon, t'es comme ça depuis que t'es né » ou « t'as toujours eu un côté princesse », toutes ces étiquettes vont peser lourdement sur la confiance dans la capacité du jeune à changer, mais également à être perçu différemment. Quand l'étiquette devient une injonction, en plus de nous enfermer dans un rôle qui n'est peut-être pas le nôtre, l'étiquette peut devenir une injonction, c'est-à-dire comme si ça me donnait un ordre à moi-même. Et c'est surtout vrai pour des personnes qui sont dans le besoin de plaire ou d'être aimées. Les enfants sont souvent des proies faciles à ces injonctions. Et si on leur colle des étiquettes comme sage comme une image, ou petite fille parfaite, ou fils dévoué, ils vont inconsciemment se sentir liés à cette image et croire que ne plus être dans cette image est comme une forme de trahison. Trahison pour leurs parents, trahison pour leurs enseignants, pour leurs entraîneurs sportifs. Et mine de rien, en fait, on va basculer dans l'obligation d'être et de rester cette image qui nous colle à la peau. À titre d'exemple, observez comment l'enfant maladroit va renverser son verre à chaque repas, comme l'enfant raisonnable va faire ce qu'on lui a demandé de faire quoi qu'il arrive, que l'adolescent tête en l'air va toujours oublier quelque chose quelque part. Et quand les personnes ont intériorisé leur étiquette, elles vont se comporter conformément à ce que l'étiquette définit. La force de cette identification est tellement importante qu'elle pourra même se produire en dehors du contexte dans lequel ces étiquettes ont même été attribuées. Ces personnes-là vont même développer des attitudes qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles sont profondément. Par exemple, le maladroit va tomber de la poutre en gymnastique, il va se prendre les pieds dans le tapis chez un ami et pourra même refuser toute opération manuelle délicate. Comme vous pouvez l'imaginer, les étiquettes façonnent véritablement. Elles peuvent même affecter considérablement la connaissance de soi, l'estime de soi, voire même la motivation. Et dans la mesure où toutes ces étiquettes vont créer des attentes, que ce soit pour l'entourage comme par rapport à soi-même, elles peuvent être source de stress. Que se passe-t-il si je ne corresponds pas à l'idée qu'on a de moi? Par exemple, est-ce que celui qui fait toujours le clown a-t-il le droit d'être triste? Est-ce que celui qui est raisonnable pourra-t-il faire des bêtises? Est-ce que le râleur va pouvoir avoir de vraies raisons d'être en colère? Et le bon élève pourra-t-il avoir une mauvaise note? Nous retrouvons à travers ce phénomène un travers que nous avons déjà dénoncé souvent dans nos podcasts, c'est-à-dire confondre le comportement et la personne. Les étiquettes définissent les personnes et non les actes que ces personnes font. Précisons aussi que l'autre côté vicieux de l'étiquette, c'est que si nous avons tendance à donner des étiquettes,
Nous pouvons aussi logiquement penser que les autres en font de même avec nous. Et ce système peut donc alimenter notre peur du regard de l'autre, la peur d'être étiqueté à notre tour, donc d'être jugé. Allez, je change de regard. Comme le dit l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, avant d'arrêter de coller des étiquettes aux autres, commençons par décoller les étiquettes que l'on m'a collées ou celles que je me colle. C'est pas si facile, car nous n'avons pas toujours conscience d'être prisonniers d'un rôle. Alors, comme par exemple la rigolote ou l'intello. Et qu'avec le temps, en fait, ces étiquettes sont de vraies secondes peaux. Alors, comment gagner en connaissance de soi? Tout d'abord, premièrement, observez autour de vous, dans vos relations de travail, en famille, avec votre conjoint ou avec vos enfants si vous en avez, des traits de caractère qui vous irritent ou qui vous fascinent. Ces aspérités sont peut-être étouffées chez vous ou nourrissent votre propre étiquette. Par exemple, admirer l'intelligence de quelqu'un lorsqu'on s'estime mauvais élève, ou être envieux d'une personne fantaisiste quand on se pense petite fille modèle. Deuxième point, ou deuxième pas. Qu'y a-t-il derrière cette étiquette? En fait, très probablement un besoin qui n'est pas rencontré. Pour commencer, faites donc la liste de ces étiquettes que vous vous collez et demandez-vous qu'est-ce qu'elles vous apportent et en quoi elles vous paralysent. Puis posez-vous la question sur le besoin qui se cache derrière. Par exemple, si je suis le Saint Bernard, celle qui aide tout le monde, peut-être ai-je peur d'être abandonnée. Si je suis celui qui évite toujours des colères, je suis peut-être celui qui a peur de ne pas être aimé. Repérez du coup aussi tous les moments où vous n'avez pas utilisé votre étiquette. Si vous êtes par exemple celle qui est toujours prête à aider, pensez à une situation où vous avez su dire non à quelqu'un qui vous demandait souvent de l'aide. Ou si vous avez l'étiquette de maladroit, rappelez-vous le jour où vous avez rattrapé d'une main le bol de votre enfant avant qu'il ne tombe par terre, alors que vous teniez le plat dans l'autre main. Troisième pas, démarrez un dialogue avec votre étiquette. Cette étiquette n'est pas uniquement un fardeau, c'est aussi une ressource. C'est grâce à ces étiquettes que vous avez su développer des habiletés. Si par exemple vous avez du mal à dire non et à vous affirmer, vous avez sans doute développé une certaine adaptabilité ou des facilités pour négocier et écouter. Si vous vous retrouvez dans une situation dite étiquette, engagez donc un dialogue avec votre étiquette. Demandez-vous s'il est utile que vous l'utilisiez. Si c'est opportun, votre étiquette reste en scène. Si ça ne l'est pas, demandez-lui de quitter le plateau et de partir derrière le rideau. Et vous rentrez en scène avec une peau neuve et vous mettez en place un comportement plus constructif, ce qui va vous permettre d'affirmer celui ou celle que vous êtes vraiment. Si par exemple, vous êtes quelqu'un de fort, c'est oser montrer votre part de vulnérabilité dans certaines situations. Celui qui est raisonnable pourra s'autoriser à sortir de sa routine pour vivre un peu plus de fantaisie. Quatrième petit pas. Changez de vocabulaire. Dès que le nom ou l'adjectif de votre étiquette vous vient en tête, remplacez-le par une description dans le présent, en ce moment, aujourd'hui. Par exemple, remplacez le verbe être « je suis timide » par un verbe d'action. J'ai des difficultés à prendre la parole en public. Donc on reste ainsi concentré vraiment au moment présent. Ce travail de décollage peut prendre du temps, surtout pour ceux qui traînent des étiquettes depuis de nombreuses années. Les éducateurs ont donc un rôle vraiment important à jouer dans ce domaine. Prendre conscience des étiquettes que l'on peut donner aux enfants comme le turbulent, la chipie, la princesse, le casse-cou, le peureux, le clown, le râleur, le caïd et j'en passe. Ça a vraiment une incidence sur l'image que l'enfant se projette autant à lui-même qu'à son entourage. Alors, quels sont les bienfaits de décoller des étiquettes? En fait, si j'arrive à me dégager d'une étiquette, je vais me sentir beaucoup plus libre. Ça va me permettre de me reconnecter à ma vraie nature. Ça va me permettre aussi de mieux me connaître et ça va me placer dans une perspective d'évolution et de croissance qui va être pleine de richesse et d'ouverture. Ça vaut vraiment le coup d'essayer.
je me lance. En bref, 1. Coller des étiquettes nous rassure, nous donne des repères et permet d'aller plus vite dans notre appréhension du monde. 2. L'étiquette donne une vision partielle de la personne et l'assimile à son comportement. 3. L'étiquette n'est pas indélébile, elle se décolle. Et 4. Sortir de ces étiquettes permet de rester curieux de l'autre comme de soi-même. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour repérer une étiquette que vous collez facilement à quelqu'un de votre entourage. La prochaine fois que vous le pensez ou que vous crevez d'envie de le dire, choisissez de faire un pas de côté pour regarder cette personne autrement, différemment, comme si c'était la première fois que vous la rencontriez. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.